Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en direct live du Qatar. Je viens d'arriver au Qatar, mesdames. Vraiment, je vais faire la vanne à chaque fois, c'est terrible. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui, on est quoi? On est jeudi du coup, ouais, parce que ce week-end je suis pas là. On se retrouve donc aujourd'hui pour un petit stream tranquille. On va parler de pas mal de choses. On va parler de Formule 1, on va parler de WEC, parce que mine de rien ça bouge pas mal. Donc du coup, effectivement, il y a plein de petites choses à dire. On va essayer de revenir vite fait peut-être sur le Fast 5 ou des vidéos sur lesquelles j'avais peut-être des petits commentaires à vous faire. Mais voilà, il y a pas mal de petites choses que je peux vous montrer tout de suite d'ailleurs, puisqu'on a un magnifique Canva et tout. Hop, punaise. Oula. Et oui, effectivement, et puis on fera The Bet bien évidemment, avec le manteau sanitaire. Et puis le Ah putain, j'ai oublié d'enlever le collaboration commerciale aussi. Oh là là, pour l'instant, ça va. On va pas le faire tout de suite, mais on va le faire justement pour la fin de l'émission, quoi, entre guillemets, pour voir un petit peu ce qu'on fera sur le Grand Prix du Qatar. Grand Prix du Qatar qui, en vrai de vrai, vu la typologie du circuit, ça devrait être un petit peu similaire à Suzuka. C'est juste que la différence de température, quoi qu'il faisait chaud normalement, il faisait quand même pas mal chaud au Japon. Donc en vrai, on devrait voir, c'est un circuit d'aéro, quoi, donc on devrait voir les bonnes voitures à ce moment-là, en tout cas. Voilà, donc il y a pas mal de choses à faire. Comment allez-vous le chat? On n'est pas trop nombreux, c'est normal, on est jeudi 11h50, donc on est un peu avant midi parce que j'ai du taf cet après-midi. Mais bon, c'est bien, ça veut dire qu'il y a du taf, il y a des choses à faire et tout. Comment allez-vous? Ok, on a tout fait, ça va. Tu as déménagé encore? Non, j'ai pas encore déménagé. J'ai toujours ce fond vert qui dure depuis peut-être un peu trop longtemps, mais j'espère que d'ici... fin octobre, mi-novembre peut-être, j'aurai enfin à nouveau un beau studio tout beau, tout neuf qui soit pas mal. Donc voilà. Sinon, écoutez, moi pour le reste tout va bien. Je me suis tapé un torticolis, je sais pas comment, mais voilà. Bref, sinon on s'en bat un peu les steaks. Voilà. Incroyable, Picabase. Oh là là là, 23e mois d'abonnement, c'est beau pour mon studio. Il serait temps. Merci à tous les subs d'ailleurs, merci à Pac, merci à... Qui c'est qu'il y a d'autres, dis donc. Pour l'instant vous êtes que deux, c'est gentil. Qu'est-ce que je veux dire? Bon, il y a pas mal de temps, en vrai il y a plein de trucs à faire. On va pas rester ensemble genre jusqu'à la nuit des temps pour faire ce live, parce que comme je vous dis, j'ai des rendez-vous cet après-midi. Donc voilà, nouveau studio en même temps qu'on va recevoir les livres. J'espère, en vrai, je vais être tout à fait honnête avec vous, les livres, on a eu des problèmes opérationnels comme on dit, tu vois. On a tapé tous les problèmes opérationnels qu'on pouvait avoir, ce qui fait que le livre a été extrêmement retardé par rapport à la date de sortie entre guillemets initiale que nous on s'était un peu fixé, tu vois. Donc ouais, ça prend un peu de temps, mais ça y est, là on est sur vraiment la dernière ligne droite, donc franchement c'est stylé. Tu feras attention, t'es en plein milieu de la piste. Ça va, ils font juste les répétitions là, tu vois, avec la safety car. Donc en vrai, je suis pas mal. En vrai, ça va. En vrai, tu vois, c'est track walk et tout, la piste est safe. Donc elle est rangée où la coupe du GP Expert? Pour l'instant, comme j'ai pas de studio, la coupe du GP elle est derrière mon canapé. Elle prend beaucoup trop de place. Voilà. Pareil pour la coupe de la pole. D'ailleurs, petite question, je me souviens plus si c'était le cas. Attends, mais est-ce que pendant le GP, est-ce qu'ils ont fait comme l'année dernière, ils ont montré le tour de pole? Parce que j'ai pas revu du tout mon tour de pole moi, pour le coup. Attends, j'ai Q3 Despiello. Ah, c'est pas mal ça. Peut-être regarder vite fait mon tour de... Je te jure, j'ai pas vu mon tour de pole. Dernière ligne droite, t'étais sur une... t'étais sur une ligne droite, trop rigolo. Oui. Va falloir une étagère solide pour la coupe. Franchement, je sais pas comment je vais l'intégrer. Je suis déjà en train de réfléchir un peu à un décor, une disposition et tout, tu vois. Mais je réfléchis à comment je pourrais l'intégrer la coupe. Va falloir réfléchir à ça. Donc voilà. T'étais là pourtant. Hein, quoi? Comment ça j'étais là? On avait déjà regardé on avait regardé le onboard de la Q3 ou pas? Je me souviens plus du tout. Mais ouais. 28 kilos. Ouais, non mais... De temps en temps, à l'orga du GP Explorer, il y a des mecs qui sont complètement cons et qui se disent tiens, mais ça va être rigolo une coupe de 28 kilos. Merci beaucoup.
Voilà. Donc bon, let's go 2 mois, ce qu'il reste de la saison 2023. Putain déjà ouais c'est vrai. Merci beaucoup en tout cas pour le sub Idorion. Qu'est-ce que je veux dire? Attends, je veux juste regarder mon tour de Q3. Déjà faudrait faire ça. Et ensuite faudrait faire ça. C'est clippé envoyé. Regarde complètement con. Ah putain bah par contre dès que Lucas il me donne le top. Lucas mon mécano du coup, pas Lucas t'as compris. Let's go. Oh putain j'étais prêt à partir hein. Oh la vache. Ah Etienne il aurait pu sortir avant moi, mais il préférait sortir après moi au final. Ok bon là on va partir pour le tour de chauffe. Faut faire des waves et après on attaque. En fait j'ai fait mon tour de pôle au moment de... Enfin sur mon premier tour en fait. Mais j'ai pas revu mon tour en fait, je sais même pas si j'ai fait des erreurs, si je pouvais faire mieux ou pas. Bon, on peut toujours faire mieux en vrai mais... Les organisateurs ont oublié que vous étiez pas des athlètes pros, c'est totalement vrai. Mais même est-ce qu'on a déjà vu une coupe de 28 kilos? Même aux 24 heures du Mans, la coupe elle est pas aussi lourde. Je suis sûr. J'étais tout le temps premier à sortir. Bah c'était un peu l'objectif d'avoir la piste la plus dégagée possible à chaque fois, ouais. Alors vas-y, tour de pôle, c'est parti. Je le fais sur la première tentative. Je me rends pas compte mais c'est maintenant que ça compte. Ça c'est marrant avec les tribunes remplies là, ça fait bizarre. Alors, tac, on se met bien à gauche. Là ils étaient pas trop regardants pour ouvrir le virage sur Dunlop au niveau des track limits. Oh je loupe complètement la corde. Oh le gauche je le loupe complet. Je suis à 50 cm de la trace de où je dois être. Et j'ai eu un joli coup de survirage aussi hein. Ok bon, chapelle c'est pas mal. Musée. Musée c'est bien, j'aurais pu être un chouille plus à l'inter mais tout va bien. Ouah. Oh mais je loupe les deux cordes. Genre autant la première on la loupe c'est normal, autant la deuxième mais je l'ai complètement loupé. Là je passe combien? 130, c'est pas mal, j'emmène pas tout, ça va. Chemin au bœuf, on est plutôt carré. Troisième secteur, est-ce que c'est là où j'ai fait la diff? Ah, j'étais pas à fond. Oh. Ah ouais, je suis passé Mac 12 dans le gauche en vrai. Ah, un peu coupé quand même là. Ah non, les roues étaient sur la... Ouh, c'est sur ligne blanche, ras le cul hein. Oh quand même. Alors attends, je vais juste revoir le début du tour. Attends, donc ok, donc là ok nickel. Là ici là ils étaient pas regardants, on avait posé la question, on avait dit, c'était même Amixem qui avait posé la question en briefing de course, si on avait le droit justement de dans le gauche, enfin sur la partie gauche là où on est, dans Dunlop, de pouvoir s'ouvrir au maximum la trajectoire et pas de rester un peu trop à l'intérieur, parce qu'en fait depuis le début qu'on s'entraîne sur le Bugatti, on est toujours les 4 roues en dehors de la ligne blanche tu vois. Donc du coup ici ils étaient pas regardants, ils ont dit là vous gagnez pas spécialement de temps donc on s'en fiche, tout le monde prend la même trage, y a pas de problème, pour s'ouvrir à la trajectoire c'est pas un souci tu vois. Là normalement ma roue gauche elle doit être à l'intérieur ici tu vois. Je touche même pas le vibreur, je mets 90 degrés de volant là. Et là j'ai l'arrière qui snap donc je suis en contre-braquage pour faire mon changement de direction. Complexe hein. Ah je perds un temps monstrueux. Attends c'était quoi ma vitesse mini là dans la chicane? Une bonne chicane c'est 100, 102 à peu près. Ah j'arrive, ah je rentre à 110 quand même. Ah c'est pour ça que je prends pas la corde. Bah en fait non j'étais pas mal hein. Après c'était pneu neuf aussi donc pneu neuf normalement bon, en vrai c'était pas mal. Peut mieux faire en tout cas mais là ici en 3 nickel. Parfait. On ouvre bien.
On a toujours 2 roues à l'intérieur, pas de soussailles. Musée, je rentre un peu tard. Je rentre un peu tard, mais elle arrive à bien... J'arrive à mettre une belle rotation dans la caisse. Je crois qu'en termes de vitesse mini, on est pas mal aussi, musée. On est... Ouais, j'aurais pu passer un chute plus vite, je pense. Mais pas mal. Le frein, il est bon. Voilà, je remets du... Oh, je loupe complètement la trage, là, ça va pas du tout. Pourtant, je fais un joli frein. Mais en fait, il y a un moment donné, je sais pas si vous avez vu, je mets un coup de volant, je rouvre et je remets un coup de volant pour essayer d'inscrire la caisse. Et en fait, elle tourne pas et je remets gaz et je suis pas du tout dans... Ouh, ça touche la ligne blanche, putain. Ouais. Ça touchote la ligne blanche, hein. Putain de... Oh, putain la vache. Ça touchote la ligne blanche, hein. C'est au poil de fion, frère. Ça touchote la ligne blanche. Ça rase. Oh, putain. Oh, j'aurais pu ne pas... en vrai, j'aurais pu ne pas avoir de temps, hein. Oh, ça touchote la ligne blanche, hein. Là, nickel. Ouf. Ça touchote la ligne blanche ici aussi, là. Pas trop quand même. Mais les gars, mais vous avez... Mais vous êtes aveugle ou vous faites exprès? Vous êtes aveugle ou vous faites exprès? Ça touche la ligne blanche. Théma, le pneu il s'arrête là. On est sur la ligne blanche là. On est sur la ligne blanche. Le pneu il s'arrête là. On est d'accord. Donc là, il est sur la ligne blanche. Là, t'as l'ombre ici même. On est sur la ligne blanche, frérot. Ils ont été sympas. Oh, vous abusez, wesh. Vous voulez me mettre des bâtons dans les roues, ça se voit. Hein. Là, ligne blanche. On est poil de cul, mais ligne blanche aussi. Hein. Ok, pas mal. Là, on est bon. Alors là, par contre, je rentre très fort. Normalement, ici, on arrive... Si on passe à 115, 118, t'es bien. Là, je suis à 122 quand même. Hein. Est-ce que la sortie est pas... Mais elle est abusée. Rien à foutre. Le gars, on avait plus rien à faire. Je garde l'axel. Je garde l'axel. Maximum attaque. Alors là, par contre, je pense que effectivement, ça pouvait sauter. Là, ils ont pas fait gaffe. Là, un peu trop à l'inter ici dans le raccordement, frérot. Ah, là, ici, ça passe bien. Ah, là aussi, là, par contre, je suis pas sur la ligne blanche, hein, je pense. Là, je suis pas sur la ligne blanche. Je suis pas sur la ligne blanche, hein. Mais je crois que le tour d'après, je rentre à 42,5 de mémoire. Ah, j'ai peut-être la roue arrière dessus. Ouais, y'a moyen, ouais. Donc là, je fais un coup de lap, je crois. Et après, je repars. Est-ce que là, c'était mieux? Non, parce que je fais un 42,5, je crois. Est-ce que la chicane est mieux, là? J'ai pas fait gaffe. Je regardais le chat. Oh, ça a l'air pas mal. On est rentré à combien? Pardon. On est rentré un peu moins fort. Par contre, la sortie est peut-être mieux. Ok. Après, les pneus, ils commençaient déjà à plus avoir trop de jus parce que t'avais déjà fait... Il y avait deux push en qualif. Globalement, celui-là, j'ai l'impression qu'il est plus propre, ce tour. Mais il est moins vite. C'est ça qui est assez fou. Ah ouais, là c'est beau, là. Ça, c'est beau, garage vert. Ça, normalement, c'est plus vite, hein.
Ou ça bougeait un peu de l'arrière quand même. Hein. Mais correct. Oh, c'est tellement plus propre. Là, c'est bon. Oh! Ah, j'ai perdu du temps sur la réaxel. Sur le deuxième droite, là, c'était pas bon. Bah, celui-là, il aurait été validé. Et je crois j'avais fait un 42.3 et un 42.5, il me semble. Donc c'était bien. En vrai, c'était si le premier il saute, celui-là, il me donnait quand même la pole, je crois. Donc, bon, ok, voilà, bon, c'est ça que je voulais voir. Putain, j'avais pas revu Tour de... Putain, on est d'accord, la dérive dans le gauche, là. Ouais. Ouais. Ah là 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 là. Incroyable. Putain, c'est quoi ce bordel? Excusez-moi. Bon, bref, on va parler un petit peu de... On va parler un peu de Formule 1. D'ailleurs, en parlant de Formule 1, juste avant de commencer... Putain, on va jamais parler de Formule 1. On va jamais parler de... C'est toujours comme ça que ça part, les lives, putain, je suis imblairable comme mec. En parlant de Formule 1, est-ce que vous avez vu quelque chose sur Instagram? A posté la photo, bah ouais. Hop, c'est où? C'est là. Regardez ça. Qui sait pas regarder, qui sait pas retrouver dans une Formule 1. Mais Théma, comment elle est heureuse. Attends, on peut... Ah oui, non, ça sert à rien, on peut pas zoomer. Théma, comment elle a le smile jusqu'aux oreilles, frérot. Ah, moi, au même moment, je me chiais dessus. Bon, elle se chiait dessus aussi, elle m'a dit, mais mais elle était beaucoup trop heureuse. Ah, c'est beau, hein. Franchement, c'est tip top. Tip top. Est-ce qu'il y avait des... Oui, voilà. Donc elle a fait de la F1, et ça c'est beau, magnifique. Donc elle a fait son petit baptême dans la Lotus 20. Magnifique. Au Paul Ricard, ça c'était quand? C'était hier, je crois, il me semble. Donc voilà, putain, les photos sont belles. Le casque va trop bien avec la voiture. Elle a son petit casque un peu rose pâle là, qui va très bien, qui se marie très bien, je trouve, avec la caisse. Donc c'est top, c'est beau. Si magnifique. Et d'ailleurs, aujourd'hui est l'anniversaire du boss de coach Sancinena, de notre coach Pierre, qui nous a coaché pour le GP Explorer. Voilà, c'était le petit instant feel good. Alors, parlons peu, parlons bien. Je dois faire quoi déjà? Attends, on doit revoir. Est-ce que vous voulez qu'on... Je vais juste vite fait repasser sur le Fast 5. Généralement, il y a toujours des petits commentaires un peu intéressants. Est-ce que... D'ailleurs, j'ai vu que vous étiez nombreux à... J'ai complètement foiré le truc là. J'ai vu que vous étiez nombreux à avoir apprécié la vidéo avec sur Alpine, justement, cette vidéo que je vous promettais depuis à peu près 45 ans. Vous en avez kiffé un petit peu. C'est qui BG? C'était Anna, frérot. Anna qui a fait P5 au GP Explorer. J'avais répondu à un commentaire sur quoi? Sur Alpine ou sur le Fast 5? Je me souviens plus. Peut-être sur le Fast 5, je me souviens plus du tout. Ah si. Ah oui, bon, alors, c'est vrai que du coup, il y avait eu la fameuse histoire du swap, vous savez. Mince, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Si, non, c'est celui-là, pardon. Oui, si, c'est ça. Vous saviez, il y a la fameuse histoire du swap entre Esteban et Pierre. Et on m'avait reproché que j'étais trop neutre à cause de mon affiliation avec Alpine. Bon, petite discussion comme il fallait dans les commentaires. Comme quoi, alors ce qui est assez marrant, c'est que le commentaire dit je suis biaisé en faveur de Gasly, et donc je lui ai dit bah ouais, mais frérot, je suis neutre, donc voilà, tu vois. Mais ouais, effectivement, il y avait eu cette fameuse histoire de swap sur un problème de communication en interne entre l'équipe, etc. Ce qui est pas bon en soi. Je sais plus, je lisais d'autres com tout à l'heure là, et le problème, c'est que si déjà tu fais des erreurs de com, en fait les erreurs de com peuvent coûter extrêmement cher
parce que ça peut mener à des vrais gros malentendus qui peuvent déboucher en mauvaise ambiance, etc. Donc faut faire assez gaffe quand même. Euh, mais, euh, mais ouais, il y avait eu ce swap là. Par contre, j'ai fait le choix de pas parler du swap pardon, avec Lewis et George. J'en ai pas du tout parlé, je me souviens pas du tout de ce qui s'était passé, mais ça avait essayé de jouer un petit peu au filou entre George et Hamilton et Sainz aussi. Mais je me souviens plus trop, il faudrait que je revoie un petit peu le moment, je m'étais pas concentré là-dessus du coup. Donc voilà, mais vous étiez nombreux en tout cas de fans de McLaren à commenter votre bonheur dans le Fast Five de voir deux McLaren sur le podium. Donc bravo. Bravo aux fans de McLaren, je pense que ça vous fait du bien, tant mieux pour vous. On est du côté de Chalpine, on est jaloux bien évidemment et on espère vous rejoindre très vite. Mais ça fait très plaisir de voir que bon bah il y a une équipe qui augmente, qui monte de niveau et que bah, les fans en sont contents et c'est toujours une belle histoire et c'est toujours très beau à voir. Sinon il n'y avait pas tant d'autres choses, hein, je crois sur le Fast Five. Ah, je trouvais intéressant ce commentaire. Je trouve qu'on en fait beaucoup avec Lawson, comme disent certains. Liam Lawson. Certes, il fait de superbes résultats, mais l'Alpha vient de recevoir des améliorations. On oublie trop vite que l'on avait la même hype pour De Vries après Monza. J'espère qu'il aura une place quand même. Très intéressant. Analyse assez juste aussi. Voilà. On attend toujours la victoire de Norris surtout. Tu sais que Norris, en vrai, sa victoire, faut qu'il tarde pas trop à la faire, sinon il va se retrouver comme étant le pilote en ayant le plus de podiums sans victoire bientôt. Après, ceci dit, vu la carrière et la longévité de sa carrière qu'il va avoir, hein, évidemment, Norris, je pense que c'est une question d'heure, enfin de grand prix, entre guillemets, avant de le voir réussir à accrocher sa première victoire. Et voilà, c'est pas déjà le cas. Mais je crois pas, hein. Il me semble pas qu'il a le record du nombre de podiums, de plus de podiums sans victoire. Mais bon, à voir. Bon, ça c'était le petit retour sur le Fast Five, les petits potes que je voulais vous faire. Vous étiez assez violent sur Perez, je pense. J'ai été plus dosé sur Perez, mais je trouve que beaucoup en ont un peu ras-le-bol. Je pense que c'est surtout un ras-le-bol émotif de voir Perez faire de la merde. Dire c'est bon, maintenant il est plus assez bon, machin truc et tout, tu vois. Mais faut qu'il fasse 4 podiums encore. Ok, ouais. Ok. Mais voilà, donc bon, Perez, voilà. Vous étiez tous à peu près pareil sur la fameuse histoire de Perez qui ressort des stands pour purger sa pénalité. Voilà. Je vais me sortir ça, je vais me mettre ça là. Tac. Boum et hop là. Bon, parlons bien comme on dit, mesdames et messieurs. Il était pas à Las Vegas des pilotes aussi la semaine dernière, les potes. J'ai un petit Reels qui vous attend, même peut-être deux d'ailleurs. Faudrait que je shoote ce qu'il faut sur la banque d'images. Mais si, j'ai fait un petit tour à Las Vegas la semaine dernière. Absolument. C'était très très sympa. Et on a fait un petit traco, mais ça je vous en reparlerai. Qu'est-ce que je voulais dire? Quelqu'un a la réponse, pourquoi? En regardant ta vidéo alpine. Attends, excuse-moi. Paze. Comme Otmar s'en va, on va retrouver des vraies alpines bleues et rouges l'année prochaine ou BWT va rester selon toi? Sur BWT, c'est une bonne question. Ça dépend le contrat. Je suppose que si dans le pire des cas, ça reste encore un an ou deux, tu vois. Je sais pas sur combien de saisons a été dealé BWT, mais comme le patron de BWT c'est un super pote d'Otmar, je suppose que le patron il va faire jouer une clause de sortie ou quelque chose comme ça et que peut-être l'année prochaine on retrouvera des Alpines toutes bleues un peu jolies quoi. Mais oui, il pourrait rompre. S'il rompt le contrat, ça vient de la part de BWT et pas d'Alpine, je pense. En tout cas,
Quel est l'intérêt de rompre un contrat avec un sponsor titre qui t'apporte du pognon quand t'es en plein développement, tu vois. Donc, donc voilà, et puis effectivement, tout à fait, chez Alpine, on a signé un deal avec Qatar Airways. Peut-être que, effectivement, alors je me rends pas compte du deal qui a été signé ou pas. Je me renseignerai, mais Qatar Airways, en tout cas, ils ont les thunes si jamais ils veulent ils veulent devenir sponsor titre, tu vois. Donc voilà, maintenant pour l'instant, Qatar Airways, c'est pas un sponsor titre d'Alpine. Si ça le devient, bah tant mieux. Hein. Donc voilà. Mais c'est vrai que le bleu et rose, je veux pas faire le mec, hein. Mais les Alpines du GP Explorer 1 et 2 sont supérieures aux Alpines bleu et rose. Hein. Enfin, je pense qu'on se trompe pas quand on dit ça. Les Alpines du GP Explorer l'année dernière étaient très très stylées, très sobres. Je reconnais que celles de cette année, elles étaient franchement, celles qu'on avait, elles étaient off, c'était belle. Moi, je kiffais. Hein. Je kiffais le bleu et rouge là, putain, ça avait de la gueule. Mais voilà, Alpine va s'envoler, padoum. Ce serait beau. Qu'est-ce que je voulais dire Andretti Cadillac, les petits potes, parce que ça y est, mesdames et messieurs, la FIA, Fédération Internationale de l'Automobile, vient d'approuver la candidature d'une future équipe de Formule 1 en la personne d'Andretti Cadillac. Il y avait, pour mémoire, il y avait 4 équipes en tout. On avait qui d'autre? On avait Hightech de mémoire qui avait comment ça s'appelle, qui avait proposé sa candidature. Il y avait, attends, je me souviens plus. Je vais reprendre les petites notes. On avait Hightech. Qui c'est qu'on avait d'autres? Il y avait Hightech, Lucky, je sais plus quoi là, un mec sombre, et Hightech et Rodin, voilà. LKY Suns, de mémoire, oui c'est ça, je sais plus comment ça s'appelle. Et on avait Rodin qui est un fabricant de voitures d'ailleurs, je crois. Voitures de sport / course, il me semble. Non, c'est Carline Rodin, oui. Rodin c'est la marque, Carline c'est l'équipe de course plutôt, tu vois. Et je crois pas que les deux ils sont liés en sport auto peut-être sur certaines choses, mais voilà. Mais en tout cas, bon, tout ça pour dire que globalement, c'est Andretti Cadillac qui a été retenu par la FIA en disant ils ont effectivement rempli tous les critères qu'on leur avait demandé. Donc la FIA approuve le fait que oui, il peut y avoir une 11e écurie en Formule 1, et maintenant c'est à la Formula One Management, la partie plus commerciale, de commencer à discuter avec Andretti Cadillac, de voir si oui ou non ils vont pouvoir vraiment rentrer en Formule 1. Alors, ça pose quand même plusieurs problèmes cette histoire, parce que Mohamed Ben Sulayem, comme on l'aime, dès qu'il peut communiquer et faire une story Insta, c'est-à-dire qu'il va le faire, tu vois. Ce qui a été le cas justement avec Andretti Cadillac. Et le vrai problème d'Andretti Cadillac, et le vrai problème de la communication de la FIA, de dire on accepte une 11e écurie de Formule 1, c'est que le processus global, en fait, il n'est pas terminé. Et c'est ça le problème, c'est que la FIA et la Formula One Management sont censés travailler ensemble pour justement faire le sport, le côté business, le côté règlement, etc. Les nouveaux entrants, machin, truc, ok, pas de souci. Le problème, c'est que là, en fait, la communication de la FIA de dire Andretti Cadillac peut s'inscrire au championnat du monde de Formule 1 parce qu'ils répondent à tous les critères de la Formule 1, de la FIA, c'est un vrai problème parce qu'en fait, il manque tout le volet commercial. Et en fait, tout ce volet commercial, il n'a pas encore été discuté. Et il aurait mieux fallu se taire en attendant une officialisation de tous les critères, parce que là il n'y a que le critère réglementaire qui a été approuvé, mais pas le critère commercial avec la Formula One Management et l'accord des 10 équipes. Donc là en fait du coup Andretti il se retrouve un petit peu le cul entre deux chaises. La FIA fait une sorte de nous on est d'accord, donc du coup la Formula One Management, tu vois, on les regarde et les spectateurs sont là, on va se dire mais non, mais il faudrait une 11e écurie, plus on est de fous, plus on rit, machin truc, ok fine. Mais du coup la Formula One Management ça la met un petit peu en défaut, parce que du coup ça leur met une pression entre guillemets un petit peu politique de dire si la FIA a dit oui,
qu'est-ce que vous attendez pour dire oui, quoi? Alors que en fait, c'est bien plus complexe que ça. Il y a des histoires de pognon, de business, de tout ce que tu veux, ce qui est tout à fait normal puisque c'est un sport, puisque c'est de l'entertainment, mais c'est aussi du business. Donc c'est un peu le bordel. On va pas se le cacher. Papa a dit oui, mais maman a dit non. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et donc du coup, tu te retrouves un petit peu en mode, bah comment ça se passe le truc. Pour reprendre, les choses simples. Euh, comment vous le dire? La Formule 1 jouit depuis 2019 et l'arrivée de Drive to Survive avait d'une réputation et d'une croissance qui est absolument exponentielle presque. Qui est en augmentation perpétuelle. Peut-être que là, cette année, il paraît que les chiffres des réseaux sociaux, pas ouf. Mais bon, bref. Globalement, le sport, en termes de valeur et de valorisation, a pris énormément. Toutes les équipes ont pris énormément en valeur aussi depuis que Drive to Survive est venu et depuis qu'il y a eu un boom médiatique et réseaux sociaux autour du sport qui fait que le sport aujourd'hui se porte extrêmement bien d'un point de vue financier. D'un point de vue sportif, on a connu peut-être un petit peu mieux, puisque bon, effectivement on se retape encore une domination, mais la domination en Formule 1 ça a toujours fait partie intégrante du sport. On a des nouvelles voitures avec une nouvelle réglementation qui fonctionne plutôt bien. Regardez la bataille derrière Red Bull. Bah, la bataille pour la P2 du championnat, c'est entre 4 équipes, ce qui est énorme. Ce qui est quasiment je vais pas dire du jamais vu parce qu'on l'a déjà vu, mais je veux dire, on a quand même des grosses batailles derrière, donc c'est plutôt cool. Les équipes commencent à faire des bénéfices. Donc du coup le sport est dans un spot qui est absolument incroyable. On a un calendrier qui devient même trop long tellement les promoteurs se bousculent au portillon pour avoir un grand prix. Et donc forcément des 10 équipes qu'on a aujourd'hui en Formule 1, on a envie dans le monde du sport automobile, il y a des équipes qui se disent c'est peut-être le moment de prendre le wagon, le train de la hype, justement, pour aller chercher une place en Formule 1 et puis prendre part à tout ce joli gâteau qui est en train de fleurir comme jamais et où il y a à la fois du business à faire, à la fois de la réputation à gagner et à la fois du sportif et de la gloire à aller récupérer. Autant dire que c'est plutôt cool. Ok, là-dessus, on est d'accord. Qu'est-ce que je veux dire? Sauf que, évidemment, la F1 est donc un sport, c'est aussi du divertissement, hein, globalement, mais c'est aussi un business. Et là, on y arrive. La FIA, elle fait des règlements en accord avec les équipes, la Formula One Management, etc. Et donc, dans les fameux accords Concorde qui régissent un peu la gouvernance du sport entre les équipes, la Formula One Management et la FIA, on a dit qu'on pouvait accepter jusqu'à 12 écuries, donc un petit peu comme le système de franchise entre guillemets, c'est-à-dire que globalement la FIA est prête à accepter 12 candidats pour le championnat du monde de Formule 1, mais c'est pas obligatoire. Voilà, c'est juste ok, il y a des places à prendre et il faut remplir un certain nombre de critères. Ok, fine. Sauf que du côté de la Formula One Management et des équipes, on n'a pas eu besoin d'avoir 11, 12, 13, 14, 15 écuries pour pouvoir augmenter la part du gâteau si tu préfères. Le truc c'est qu'aujourd'hui, les 10 équipes se disent qu'avoir une 11e équipe, si elle apporte pas quelque chose sur la table, ça sert absolument à rien en fait. C'est juste que ça va diviser le gâteau en nombre de parts plus grand pour le même gâteau en fait. Donc tu vas avoir moins à manger. C'est un peu relou. C'est comme quand t'es fils unique et que t'as des pâtes et que tu peux te resservir quand tu veux à table. Et quand t'es en famille nombreuse, t'as le droit à 3 cuillères, point barre, tu vois. C'est un peu le même principe. Donc du coup, les écuries, elles sont pas folles. Elles se disent, mais attends, si on a Andretti, peu importe l'écurie en fait, si on a une écurie qui arrive, au lieu de diviser le gâteau en 10, on va le diviser en 11. Donc on aura un petit peu moins à manger. Donc il faut que pour compenser, cette équipe apporte quelque chose. Dans les accords Concorde, une nouvelle écurie, il y a un droit d'entrée de 200 millions. Point barre, flat. C'est avant de t'inscrire quoi qu'il arrive, t'as un bifton de 200 millions pour, entre guillemets, acheter ta place. Ces 200 millions sont derrière divisés à part égale entre toutes les équipes
pour justement compenser la perte entre guillemets de revenus de chaque écurie, parce que le gâteau va être divisé en 11 au lieu d'être divisé en 10. Ok, fine, fair enough. Les équipes se sont réveillées et se sont dit, mais attends, aujourd'hui, nos équipes de Formule 1, elles valent pas 20... Enfin, la valeur des équipes de Formule 1, elle a augmenté depuis 2018. Depuis les derniers accords Concorde qui ont été signés, je sais plus quand d'ailleurs, j'ai un trou de mémoire. Les équipes, elles se sont dit, attends, mais 20 millions, mais c'est que dalle en fait. Parce que on a valorisé, je crois, Alpine, l'écurie de F1, on l'a valorisé à pas loin d'1 milliard de dollars. Et globalement, toutes les écuries de Formule 1 aujourd'hui sont pas très loin d'être valorisées à peu près à la même chose, tu vois. À plus ou à moins, tu vois. Évidemment, Ferrari, ça va valoir bien plus en termes de valorisation en équipe de Formule 1. Demain, t'as un mec qui veut racheter l'écurie de Formule 1 Ferrari. Mais gros, il lui faut pas 1 milliard, il lui faut beaucoup plus. De toute façon, ils vont pas vendre. Mais t'as compris le truc. Donc, du coup, les écuries se sont réveillées, ils ont dit, bah, en vrai, 200 millions, c'est pas assez, faudrait 600 millions. Là, tu fais, ah, c'est quand même, c'est quand même plus d'1,5 milliard, frérot, faut aller les chercher, les 600 millions, etc. Les accords Concorde 2021 de mémoire, ouais, ils étaient pas encore tout à fait compréhensifs du boom. Donc t'as tout ça qui rentre en compte. Donc t'as les 600 millions. Ok, why not, fair enough. Il y a eu beaucoup de blocages pour Andretti. Il y en a toujours beaucoup de la part des équipes de Formule 1 parce que pour l'instant, les équipes de Formule 1 ne voient pas ce que apporterait Andretti au business qu'est la Formule 1. C'est-à-dire qu'une 11e écurie de Formule 1, qu'est-ce que ça apporterait de plus? Alors certes, ça apporterait du spectacle en plus, entre guillemets, puisque tu n'aurais pas 10 écuries, mais 11 écuries. Il faudrait que Andretti Cadillac soit quand même une écurie, a priori, au moins de milieu de tableau, tu vois, quand elle rentrera sur le truc. Mais ok, qu'est-ce que ça va apporter en plus à l'image de la F1? Parce que globalement, ils n'ont pas besoin d'avoir une 11e écurie de Formule 1 pour continuer à briller à travers le monde, faire des deals de ouf, etc. pour que le field soit intéressant. En tout cas, je veux dire, à 10 écuries, ils arrivent à très bien se débrouiller. Donc, qu'est-ce qui apporterait en plus Cadillac et Andretti? Je suis complètement d'accord avec vous, vous le dites dans les commentaires, dans le chat. Andretti Cadillac, c'est General Motors. General Motors, c'est l'un des plus gros groupes automobiles au monde. Et donc du coup il y a quand même une certaine résonance. Ceci dit, effectivement, nous en Europe, General Motors, on sent mais car le coquillard. On s'en tamponne le coquillard plutôt. J'essaie de trouver la bonne expression. Andretti, c'est un peu le Ferrari à l'américaine, si tu préfères, famille de sport automobile avec le Mario Andretti qui a été champion du monde de Formule 1, le Michael Andretti qui a aussi fait de la Formule 1, et puis le petit dernier qui s'appelle comment déjà? Mario, Michael et... Oh, je me souviens plus. Ça va me revenir, mais qui était en IndyCar il n'y a pas si longtemps encore. Donc du coup, effectivement, le truc c'est que... non, pas Piero, Marco, merci, Marco Andretti. Non, Pietro, c'est pas Piero et c'est Pietro Fittipaldi. C'est une autre famille, et là pour le coup brésilien, qui a beaucoup brillé aussi aux États-Unis d'ailleurs. Mais voilà. Donc Andretti Cadillac, ok, fair enough, pas de souci, etc. En Europe, si vous voulez, Andretti, ça nous parle pas beaucoup en soi. Le cœur d'audience de la Formule 1 est très européen. Il s'est beaucoup américanisé ces dernières années. On est d'accord là-dessus. Liberty Media, qui est donc le propriétaire actuel des droits de la Formule 1, est effectivement américain. On a 3 grands prix sur le sol états-unien. Ok, bon, pas de souci, mais on a déjà une équipe américaine. Alors ouais, effectivement, assez fin team avec Hülkenberg et Magnussen et Gunther Steiner, et puis le fait que ça écume le fond de peloton depuis un peu trop longtemps. Bon, c'est pas ça qui fait le plus rêver, et je pense que c'est pas ça qui fait une connexion entre les Américains et la mère patrie, etc. Donc c'est pas ouf. Maintenant, effectivement, sur le papier, Andretti Cadillac, ça apporte ce rayonnement américain, etc. On est d'accord. Mais encore une fois, je suis désolé, je pense que
si on fait un petit peu le bilan de tout ce que peut apporter Andretti à la F1 et tout ce que la F1 apporte à Andretti, le problème c'est que la F1 apporte plus entre guillemets à Andretti aujourd'hui que Andretti apporte à la F1, tu vois. Et le débat a toujours pas changé au final d'une certaine manière. Donc depuis l'annonce et puis la volonté d'Andretti de venir. Le débat a toujours pas changé, il y a toujours pas eu quelque chose de supplémentaire à dire ouais effectivement on a besoin d'Andretti pour avoir plus de grands prix, pour avoir plus de pognon, pour avoir plus de spectacles, etc. Et pour l'instant, personnellement, je suis assez d'accord, enfin assez d'accord. Oui et non. Je comprends les écuries de dire, bah pour l'instant, en fait, on n'a pas spécialement d'avoir une 11e écurie de Formule 1, même si elle est américaine. Même si elle apporte des choses, elle apporte pas encore assez pour dire que oui. Euh, Mais en revanche, moi en tant que spectateur, tu me dis il y a une 11e écurie de Formule 1, mais je te dis banco frérot, bien sûr, avec plaisir. Donc voilà. Est-ce que André... Alors du coup je vais répondre un petit peu aux questions parce que je vois que depuis tout à l'heure je fais un monologue et bon c'est pas non plus que le but du jeu. Est-ce que Andretti n'apporterait pas du public américain supplémentaire? Je suis pas certain. T'as déjà 3 grands prix aux US, Miami, Las Vegas et Austin. T'as une équipe américaine, Logan Sargent qui est américain. La une équipe américaine, en fait, ça va pas apporter un volume supplémentaire, je pense, de spectateurs américains, ou alors ça en apportera toujours un petit peu, tu vois. En revanche, effectivement, Andretti pourrait asseoir le cœur d'audience américain sur la Formule 1. Ça permettrait d'asseoir, de confirmer et de renforcer le cœur d'audience américain. Là-dessus, on est d'accord. Euh, j'ai envie de te dire d'une certaine manière, ça fait un peu égocentrique, mais le GP Explorer 1, avec les chiffres indécents qu'on a fait sur internet, sur le live, sur toutes les vidéos qui sont sorties, machin, etc. Le GP Explorer 1 n'a pas élargi x4 ma base d'audience parce que je faisais partie d'un truc qui était tout simplement énorme. En revanche, elle a assis effectivement plus ma notoriété vis-à-vis de ce que je faisais déjà, tu vois. Andretti, ce serait un petit peu la même chose. Ce serait effectivement d'asseoir la notoriété du public américain vis-à-vis de la Formule 1. Si je peux me permettre la comparaison, frérot. Hein, voilà, mais bon. Personne s'identifie à As. On est d'accord, c'est un véritable problème. La As F1 Team est devenu trop européen, entre guillemets, ou en tout cas, on n'a jamais vu ressortir le rêve américain de cette écurie. Quelque part. Euh, donc, donc voilà. Mais effectivement, à court terme, il n'y a pas de bénéf. À long terme, c'est un peu plus compliqué. Je suis assez d'accord avec Viphonix. Long terme, ça crée une grosse équipe américaine, on est d'accord. Soutenue par un gros constructeur américain, on est d'accord. Une académie américaine pour des jeunes pilotes talentueux aux États-Unis, donc on est d'accord, c'est bon. Donc des bons pilotes américains à long terme. Plus de support, plus d'argent, etc. On est d'accord, il y a un cercle vertueux à mettre en route qui est pas forcément évident et qui se mettrait pas en route tout de suite, mais on est d'accord. Donc voilà. Un autre problème, c'est comme tu fais vivre une écurie de F1 aux USA alors que tout l'écosystème ingénieur, savoir-faire industriel, infrastructure, etc. est en Europe. Faut savoir que Haas a une partie de son usine qui est à Charlotte, du coup aux États-Unis. Mais je suis d'accord. Et puis globalement, les horaires de diffusion de la Formule 1 sont centrés Europe. On va avoir le fait que ce ne sera pas le cas pour le Grand Prix de Las Vegas par exemple. Mais globalement, on fonctionne sur l'heure européenne. J'espère que ça restera le cas, mais il se pourrait que ça change pas mal, je pense, dans les années à venir, tu vois. Ford aurait été plus fort en vrai en termes de symbole. Je suis complètement d'accord. Je trouve que Andretti Cadillac fait très américano-américain. Ford est beaucoup plus global. General Motors est un énorme groupe, mais très américain. Ford est américain, mais fait beaucoup plus international. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Si Andretti vient pour être compétitif, il y a un vrai duel ricain-européen qui peut s'installer. C'est une belle motivation pour les équipes en place, je trouve. Je pense que la vraie pas problématique, mais
le vrai challenge, ce qui serait hyper intéressant et hyper casse-gueule aussi, je pense, c'est que Andretti soit full américain. C'est-à-dire que il n'y ait pas une base en Grande-Bretagne ou quoi que ce soit, ce serait tout à faire depuis les États-Unis. Voiture, châssis, moteur, la totale. Et là, effectivement, il y aurait quelque chose d'assez intéressant. Mais voilà. De toute façon, Ford, on va les voir avec Red Bull. Et puis j'ai vu aussi il y a quelques minutes là dans le chat, c'était le même problème avec Audi. Non, puisque Audi rachète une écurie. Et en fait, c'est aussi ce que les équipes de F1 se disaient, c'était que on s'en fout d'avoir une 11e équipe. Si on veut d'autres équipes, autant qu'il y ait un constructeur ou quelqu'un qui rachète une écurie existante, tu vois. Comme l'a fait Lawrence Stroll avec Force India, comme l'a fait Audi avec Sauber Alfa Romeo, comme on pourrait le faire avec Alpha Tauri, dire tiens, moi je m'appelle, je sais pas, vous avez qui en constructeur un peu intéressant qui serait cool de voir en Formule 1 Attends, je réfléchis. Honda, oui mais non, Honda ils vont être moteur avec Aston Martin. Toyota, allez admettons, Toyota, ils arrêtent l'endurance ou ils continuent, ou Porsche, bon admettons, ouais mais Porsche, Audi, t'as vu, machin. Toyota, prenons Toyota, admettons, Toyota qui se dit bah tiens je vais racheter AlphaTauri au lieu de tout construire moi-même. BMW, enfin, vous avez compris le délire. Ah, ça y est, je vous donne des idées. Maintenant, ça part. On veut des constructeurs dans tous les sens. Donc, c'est plus intéressant, en fait, effectivement, de racheter des écuries de Formule 1 parce que déjà, de 1, tu rachètes des actifs, donc tu as déjà des infrastructures, etc., qui existent. Donc, c'est beaucoup plus intéressant d'un point de vue business que de construire de tout de A à Z. Ce qui est très relou, ce qui te coûte énormément d'argent. Qui plus est, quand tu es constructeur et comme Audi rachète Sauber, mais ça renforce tout le peloton en termes de valorisation, tu vois. Le fait que on laisse pas Sauber Alfa Romeo en train de se péter la gueule, etc. Demain, t'as As qui se fait racheter par BMW et ça te donne BMW As F1 Team. Bah derrière, en fait, t'as toujours 10 équipes, mais les 10 équipes prennent de la valeur parce que les petites équipes qui sont un peu aujourd'hui dans le fond du tableau et qui ont du mal, bah prennent de la valeur aussi. Tu prends Williams qui se fait racheter par BMW, à tout hasard, comme ça a été le cas il y a quelques années. Si demain tu as un BMW Williams, et bah tout de suite, la valeur de Williams prend de l'ampleur, ça augmente, et donc du coup, la valorisation moyenne d'une écurie augmente, et donc toutes les écuries, c'est cercle vertueux et donc on est bon. Par contre, effectivement, de laisser Williams un peu tout seul comme ça, un peu en crise et de dire qu'on accepte Andretti, bah t'as envie de dire bah non, trouver un deal avec Williams, tu vois. C'est un peu dans ce sens-là que les mecs veulent faire ça. Bref. Donc du coup, état de la situation à l'heure actuelle, la FIA a approuvé la candidature d'Andretti et de Cadillac. Mais il reste à discuter avec la partie commerciale, donc avec la Formula One Management, pour savoir si, oui ou non, les instances d'un point de vue business sont d'accord, dont les équipes, d'accepter la candidature d'Andretti et de Cadillac pour 2026, du coup. Comme je vous le disais au début, le vrai gros problème, c'est que Mohamed Ben Sulayem, il aurait dû la fermer, attendre que tout le processus se fasse et de dire la FIA avait accepté, la Formula One n'avait pas accepté, les équipes n'avaient pas accepté, et de dire bon bah on est arrivé au bout du process, terminé, bonsoir. Là en fait c'est comme si tu communiquais en disant qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple similaire. Je sais pas si j'ai un exemple similaire. Oui, c'est comme un peu Piastri avec Alpine d'une certaine manière. C'est comme annoncer quelque chose qui est pas tout à fait encore fini, quoi. C'est tu communiques sur un process qui est en cours en train de se faire et t'es là, tu fais ok, c'est cool, mais en fait, du coup, ça nous donne pas on n'a pas avancé d'un iota, en fait, le truc. C'est comme si tu disais... c'est comme quand je vous annonce que le livre est chez l'imprimeur.
super, mais ça nous donne pas une date de livraison. Voilà. Donc bon, il y a beaucoup de problèmes. Je suppose que As doit pas être très content et doit être plutôt catégorique sur le fait de dire non à Andretti parce que probablement qu'ils veulent rester la seule écurie américaine. Je sais pas. C'est moi dans l'idée avoir une 11e écurie, je trouve ça très cool. Maintenant, effectivement, je suis complètement d'accord et je comprends les écuries de Formule 1. Il faut que Andretti apporte beaucoup à la Formule 1 parce que la Formule 1 a absolument pas besoin d'Andretti pour exister et pour continuer à être en croissance. Donc à moins qu'ils apportent quelque chose que aucune autre équipe sur le plateau peut apporter, ça me paraît compliqué de voir Andretti sur la grille. Mais je suis complètement pour, effectivement. Bon, on avance. 2026, mesdames et messieurs. Parlons un peu de 2026. Parce que là, j'ai pas arrêté d'épiloguer et tout. 2026, on a un petit peu les premières informations. Ça se précise un peu plus sur justement la réglementation pour 2026. Vous savez qu'il y a une énorme nouvelle réglementation sur le power unit, donc sur le moteur. Mais il va y avoir aussi une grosse mise à jour de réglementation sur le châssis et l'aérodynamisme. À la base, ça devait être vraiment que moteur et finalement, c'est aussi châssis et aéro. Globalement, alors, ce qu'on savait déjà, c'est que le moteur pour 2026, ça va rester globalement le même. Donc, on aura toujours un V6 turbo, normalement, de mémoire. Toujours un V6 turbo, avec une partie hybride, sauf que la partie hybride, on va virer ce qu'on appelle le MGUH. Vous savez, c'était le fameux moteur générateur qui était greffé au turbo et qui, du coup, c'est lui qui était responsable du remplissage des batteries, beaucoup plus que le MGUK. Donc lui, on va le virer. C'est dommage parce que ça a évité le turbolag, ça a évité plein de trucs. Le MGUH, c'est un appendice qui, je trouve, est excellent et qui mériterait presque d'être sur une voiture de route de tous les jours. Parce que ça te fait tourner le turbo en continu, ça recharge les batteries, ça t'enlève un turbolag, enfin bref, ça c'est du génie ce MGUH, c'est du génie d'un point de vue d'un point de vue construction, c'est génial. Donc plus de MGUH, parce que trop complexe en vrai à faire fonctionner, etc. visiblement pour plein de gens, pour plein de motoristes en tout cas. Et je parle surtout pour des nouveaux motoristes, tu vois. Le MGUK sera x3 je crois si je dis pas de bêtises, donc on passe à des globalement on met un moteur de Formule E dans la caisse en plus du V6 parce que c'est 350 kW, donc à peu près 475 chevaux, quelque chose comme ça de puissance totale. Aujourd'hui le MGUK il fait 163 chevaux, là on va passer à 475, pas loin de 500, t'imagines le bordel. Du coup, alors forcément, on va avoir des plus grosses batteries, une partie hybride un peu plus grosse, etc. Le moteur lui-même, le power unit, va prendre des kilos. Il va passer de... On est à 150 kilos et quelques aujourd'hui, je crois. Donc il va prendre plus 40 kilos sur la balance. Donc il est pas loin de 200 kilos le moteur. Ce qui est colossal, on va être honnête. J'ai lu que sur cette nouvelle réglementation, alors ça c'est des trucs qu'on savait déjà, ok. Je réfléchis juste à ce qu'on devait avoir, je regarde. Ça c'est... Ouais, ok. Ça c'est ce qu'on devait avoir, enfin c'est ce qu'on savait déjà quelque part en termes de motorisation, pas de souci. 100 kg d'essence, toujours dans le réservoir, dont 30 kg serviraient pour produire justement de l'énergie électrique uniquement. Donc on aurait 30 kg d'essence qui servirait juste à alimenter la partie hybride, la partie électrique du moteur, puisque comme on n'a plus le MGUH, il n'y a que le MGUK qui peut récupérer de l'énergie. Donc pour alimenter les batteries, il faut 30 kg d'essence pour faire un générateur entre guillemets et alimenter le bordel. Je sais pas trop la gueule que ça va avoir, mais pourquoi pas. Le coup de... Vous savez, alors peut-être que vous aviez vu le vlog, c'est exactement le même principe que l'Audi du Dakar. Vous savez, j'avais eu la chance d'aller au Dakar là en janvier dernier, et il y avait la Audi de Carlos Sainz Senior, qui est en fait une voiture à propulsion 100% électrique, mais où en fait tu as un moteur à combustion interne qui
avec de l'essence fonctionne et alimente le moteur électrique. En fait, toute la propulsion se fait par l'électricité. Mais pour alimenter ce moteur électrique, bah, en fait, c'est un groupe électrogène, quoi, globalement. Et c'était très bizarre parce qu'en fait, la voiture avait un régime moteur constant. Et tu la voyais accélérer, freiner, etc. Et en fait, à l'oreille, ça fait quelque chose d'extrêmement chelou, extrêmement bizarre. Donc c'est une sorte de groupe électrogène intégré, si vous préférez. Je sais pas comment ils vont rendre ça possible dans une Formule 1, puisque, ça y est, on a d'autres nouvelles aussi, puisque les voitures devraient diminuer de taille. On devrait passer, aujourd'hui on a des voitures qui font 2 mètres de large, tout pile. On devrait passer à 190 cm, donc on devrait perdre 10 cm, donc 5 cm de chaque côté, ce qui est pas non plus énormissime, hein, on va pas se le cacher, qui réduisent la taille de largeur de 20 ou 30 cm, là on verra vraiment une vraie différence, mais là de 10 cm on verra pas spécialement une grosse différence. En revanche, on va réduire l'empattement, donc la distance entre les roues avant et les roues arrière, de 20 cm, ce qui va être un petit peu plus visible, mais globalement les voitures vont rester d'une dimension assez similaire, je pense. À l'œil nu, on verra pas spécialement de différence, je pense. On verra un truc, mais ça sautera pas spécialement aux yeux, je pense. Donc, faut pouvoir fitter tout ça là-dedans. On aurait quand même des ailerons qui devraient être plus petits et qui devraient entraîner une réduction de 40% de l'appui aérodynamique, ce qui est colossal, ce qui est énorme. Donc, par la taille des ailerons, on aura l'impression effectivement que la voiture sera un peu plus petite, normalement. Je dis bien normalement. Et ils voudraient réduire les voitures de 50 kg. À la FOM, on a dit, Pat Simons, donc, qui a bossé notamment sur la réglementation 2022, a dit 50 possible. Dans l'immédiat, 20 kilos à aller chercher, oui c'est possible, ça se fera. 50 kilos à terme, un peu plus tard, ok. C'est compliqué parce que faut comprendre que les voitures vont prendre 40 kilos dans le moteur, donc on va passer de 150 à 190. Mais on veut qu'elle perde 50 kilos quand même, au total. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Je sais pas où est-ce qu'ils vont aller chercher tous ces kilos, hein. Vraiment, pour le coup, ça va être l'enfer. Alors pour le coup, on est en train de parler à la FIA de savoir si la règle du poids minimum va pas sauter tout simplement, parce qu'en fait, ça va être tellement dur d'arriver au poids minimum que... Démerde-toi. Mais évidemment, il y aura si jamais on fait sauter cette règle du poids minimum, il y aura des normes minimales sur certaines pièces, etc. À respecter pour que ce soit pas non plus, ça aille pas dans l'abus, si tu vois ce que je veux dire. Donc c'est complexe. Donc effectivement, tu as un delta de 90 kilos à perdre. Globalement, tu vois, parce que tu fais plus 40, moins 50. Le challenge, il est de taille hein, pour 2026, les potes. Il est de taille. Pour que ça ressemble à quelque chose qui soit un peu stylé, c'est de taille. Faut savoir aussi, juste termine sur la partie propulsion, groupe moto propulseur. La F1 veut absolument que les moteurs ne fassent pas plus de 1000 chevaux, ce que je comprends totalement. À un moment donné, on arrive, je pense aussi, même sur les voitures de route, à des chiffres qui sont complètement débiles, qui sont juste inexploitables et qui ne servent strictement à rien. Je trouve que c'est des beaux objets, on est d'accord, hein. La Bugatti Chiron, les Koenigsegg Agera, machin truc, où on est à 1500, 2000 chevaux, machin. C'est très bien, il n'y a pas de souci, c'est des magnifiques objets, il y a quelque chose, etc. Mais ça sert à rien. Ça sert à que dalle. Et je vais être tout à fait honnête, demain, t'as des F1 qui font 2000 chevaux, ça sert à rien. À un moment donné, t'arrives au bout du truc, tu vois. T'arrives au bout du truc. À un moment donné, il va falloir que les voitures soient 4 roues motrices, machin. C'est juste qu'à un moment donné, les voitures vont aller trop vite pour le cerveau humain. Et ce sera plus intéressant, je pense. Tout bonnement. Et je vais vous dire, je pense qu'on voyait déjà un petit peu cette limite-là avec les concepts de Adrian Newey dans Gran Turismo. Vous savez, la Red Bull
XR, non, X, je sais plus quoi, 2010 là. Avec l'aspirateur, etc. Où tu prenais des vitesses en virage qui étaient juste improbables, quoi. Tu prenais des épingles, tu les prenais à 150 km/h. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, tu vois. C'est même plus regardable, c'est même plus très joli à regarder. La X 2010, voilà, c'est ça. Donc en fait on arrive à une limite, et effectivement la limite d'avoir 1000 chevaux c'est bien, c'est largement suffisant pour une voiture de course comme une Formule 1, mais donc c'est pour ça que le V6 va faire 500-550 chevaux pendant que le moteur électrique va faire à peu près visiblement la même chose, puisque c'était l'objectif d'avoir 50% d'hybridation et 50% de moteur combustion interne. Très bien, pas besoin de plus, vraiment pas besoin de plus. Donc, moteur combustion interne, le V6 va faire un petit 500 et quelques chevaux, ce qui aujourd'hui est presque pas assez quand tu regardes les voitures de sport, ce qui est ridicule. Et on devrait passer d'une boîte 8 rapports à une boîte 6 rapports, ce que je trouve pas mal non plus. J'ai toujours trouvé que 8 rapports de vitesse en F1 c'était trop. Tu passais ton temps à shifter, c'est trop. Moi, je trouvais ça trop, la boîte 8 rapports. Je trouve que repasser une boîte 6, c'est bien. Je pense par affection, j'ai une affection toute particulière pour les boîtes 7 que je trouve juste parfaites. 6 rapports, je trouve ça un peu court. Je trouve qu'il y en a peut-être, il manque un rapport, je trouve, tu vois. La boîte 6, tu vois, c'est... quand tu vas arriver à Monza, bout de ligne droite, à la première chicane, au Rettifilo, le downshift va être moins impressionnant d'un point de vue oreille, tu vois. Tu vas faire 6-2 ou 6-1 si vraiment tu as une traction de malade mentale, parce qu'il n'y a toujours pas de traction control, mais si tu as une hybridation parfaite et tout, la descente de rapport va être beaucoup plus douce, voire trop douce, ce qui je trouve est un peu dommage, alors qu'une boîte 7 aurait été juste ce qu'il faut, aurait été vraiment le bon... Voilà, mais 8 rapports, je trouve que c'est... Moi j'ai toujours trouvé ça too much, perso, mais bon. Donc voilà, donc boîte 6. Alors avec tout ce que je viens de vous dire, il semblerait que sur les simulations, les voitures vont être à peu près, à peine plus lentes que les voitures actuelles. Je sais pas comment ils vont faire, mais c'est du délire. Pour résumer, donc, plus de MGUH, un V6 de 550 plus chevaux, une partie hybride de 475 chevaux, 100 kg d'essence, dont 30 kg qui vont servir à alimenter la partie électrique, en mode groupe électrogène si tu préfères. Le moteur va prendre 40 kg quoi qu'il arrive. Sur le groupe motopropulseur, ça va prendre 40 kg. Donc on va passer à 190 kg au lieu des 150 et quelques qu'on a aujourd'hui. Et on veut quand même que les voitures soient 10 cm moins larges et 20 cm moins longues sur l'empattement. On veut des ailerons un peu plus petits. On va avoir une perte d'appui de l'ordre de 40%. Et dans tout ça, on veut réduire de 50 kg le poids total de la voiture. Bon chance. Bon chance, les gars. Là-dedans, on aura donc une boîte 6 vitesses contre 8 qu'on a à l'heure actuelle. Et je crois que je vous ai fait le tour du truc. Il y a du taf. Je vais être tout à fait honnête, les gars, il y a du taf. Il y a du taf. On passe à la suite. Attends, hop, pardon. Je regarde un peu le chat parce que là, j'ai beaucoup parlé. Elle est pas que moteur la nouvelle réglementation. Ah bah là, on n'est pas... Il n'y a pas un truc sur le carburant. Si, effectivement, oui, 2026, on est sur un carburant 100% synthèse. Donc 100%, j'allais dire renouvelable, mais c'est pas le bon terme. Je trouve que c'est pas le bon terme, renouvelable. Carburant 100% de synthèse, donc avec aucune issue comment dire, d'une production où on utilise de l'énergie renouvelable pour pouvoir produire ce carburant, on utilise les déchets, machin, enfin plein de choses, etc. Mais en tout cas, on n'utilise absolument aucune énergie fossile, donc c'est-à-dire on n'utilise à aucun moment du pétrole ou quelque chose dans ce sens-là. Donc en fait,
le fait de faire du carburant à partir d'énergie renouvelable, déjà de 1 ça coûte cher à faire, mais effectivement l'impact écologique est énorme parce qu'on réduit de 80% l'empreinte carbone du truc. C'est-à-dire que ce qu'on rejette du pot d'échappement, c'est risible, c'est rien du tout, même pour les voitures à l'heure actuelle. C'est toute la production, et ça a toujours été, dans n'importe quel domaine, c'est la production de ce qu'on fait qui est ahurissante en termes de pollution, sur l'empreinte carbone. Quand t'entends que faut prendre le train, machin, etc. Alors, je sais pas si c'est le cas en France, mais c'est-à-dire si tu prends le train électrique en Allemagne et que ton train électrique, c'est bien, il pollue pas hein, directement. Mais si l'électricité elle est faite à partir d'une centrale à charbon, c'est complètement con. Hein. Autant prendre une locomotive diesel, tu pollueras moins, frérot. Donc bon, voilà, globalement. Donc et c'est pareil d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, les avions long courrier, c'est ce qui pollue le moins en termes de transport. Hein. C'est ce qu'il y a de plus rentable en termes d'énergie. Un vol long courrier, c'est ce qu'il y a de plus rentable en litres par personne au 100. Pareil pour la marchandise, etc. Vaut mieux prendre un avion que de prendre un super tanker. Après, si le super tanker il est alimenté par du fuel ou du pétrole, enfin du pétrole, non du coup, mais du fuel sustainable, durable, parfait. On n'est pas encore là, un jour peut-être, mais on n'est pas encore là. Voilà. Ah, bon, on a parlé d'Alpine tout à l'heure. Vous voulez qu'on reparle d'Alpine parce que suite à ma vidéo, au même moment où j'ai sorti la vidéo, je crois, et j'étais pas au courant, il y a eu un petit discours en interne qui a un peu fuité visiblement, puisqu'il y a eu un article dans l'équipe, je crois. Demeo a pris la parole directement dans la Race Bay, donc à l'endroit où on assemble les voitures, moteurs et châssis à Enstone, pour ensuite les foutre dans le camion et partir. Prenez le train sinon. Totalement. En France, sauf un Paris-Nice, si j'ai pas le temps, je prends un avion, mais globalement, je prends que le train. Ou alors, je prends la bagnole. Parce que là où je vais, j'ai besoin d'une caisse, par exemple, tu vois. Mais bref. Mais prenez le train, oui, complètement. Prenez le train. Des pielos qui influencent le bord d'Alpine. Non, je crois qu'ils avaient pas besoin de moi pour savoir ce qu'il fallait. Luca, il était pas content. Il a fait donc effectivement un discours dans la Race Bay à Enstone devant tous les employés de Enstone et en visioconférence avec Viry Châtillon. Donc là, c'était branle-bas de combat, frérot. Tout le monde s'est tenu à carreau. Donc il a mis une sauce à Enstone. Il a mis une sauce aussi à Viry parce qu'à un moment donné, faut pas déconner non plus, quoi. Donc il y a eu une bonne sauce. Globalement, je vais rien vous apprendre de plus par rapport à la vidéo que j'ai faite sur Alpine, qui émane essentiellement d'une réflexion par rapport à tout ce qui s'est passé sur cette année et même les années précédentes. J'ai eu la chance quand même d'avoir des gens de chez Alpine au téléphone, enfin une personne de chez Alpine au téléphone pour être tout à fait honnête, qui de 1 n'a rien influencé sur la vidéo, et j'ai de la chance parce que chez Alpine on me demande pas des comptes, on me demande pas d'envoyer un script, on me demande pas de corriger le script, on me demande pas de fermer ma gueule sur 2-3 trucs, etc. Enfin, je veux dire, voilà, à aucun moment je suis contraint d'un point de vue éditorial sur ce que j'ai envie de raconter sur Alpine ou pas, tu vois. Donc j'ai beaucoup de chance, ils me font confiance là-dessus, du coup je leur fais confiance aussi. Et justement, quand j'ai un doute sur quelque chose, etc., j'appelle pour savoir si ce que je dis c'est pas des conneries ou si je me plante complètement, tu vois. Ça se trouve, je suis pas toujours la science infuse. Rarement la science infuse d'ailleurs, personne n'a la science infuse, mais j'ai cette chance là de justement d'avoir une liberté totale sur ce que je peux dire sur Alpine dans toutes mes vidéos. Donc voilà, je suis pas bridé. J'ai eu effectivement quelqu'un au téléphone chez Alpine pour comprendre, j'avais quelques questions justement vis-à-vis de certaines choses sur certains points
où je me posais légitimement la question, sur lesquelles on m'a répondu, et où je me suis dit, bon, bah c'est nickel, c'est effectivement ce vers quoi je pensais aller, donc ma réflexion est pas complètement débile. Donc ça permet juste de plus, entre guillemets, euh, contrôler ma réflexion, si tu préfères. C'est un peu de ces genres... c'est un peu ce que je vous disais dans la vidéo d'hier en mode oui, du coup, dans ma tête, si on dit ça d'Alpine, est-ce que c'est bon? Oui, non. Oui, c'est bon, ok. Tu vois, c'est un peu dans ce sens-là, quoi, genre entre guillemets. Euh, donc, donc voilà, bref, Alpine. Ce à quoi, effectivement, il y a eu un discours dans la Race Bay. Je vais pas. Là, on va passer un peu vite parce que finalement, il n'y a rien de très nouveau, etc. Mais j'avais eu écho de certaines choses qu'a dit Luca De Meo, notamment du fait que le personnel alpine basé à Enstone et à Viry séjourne dans 2 hôtels différents, c'est-à-dire qu'on sépare les Français et les Anglais. Pour construire une cohésion d'équipe, c'est pas ouf. On va être tout à fait honnête. Donc ça, c'est terminé. Quand vous asseyez dans le motorhome pour discuter, il y avait des tables anglaises, des tables françaises. Par affinité, hein, c'est pas... je pense pas que c'était forcément extrêmement voulu de voilà, mais c'était plus par affinité. Bon, bah les Anglais étaient avec eux entre eux, les Français étaient entre eux, etc. Maintenant, bon, ça c'est terminé. Faut se mélanger. Il y a une double culture à avoir. Faut en être fier. Faut aller les uns vers les autres, etc. Faut se faire confiance et tout. Donc il y avait ça. Et puis il a gueulé sur ça fait 2 ans que le nouveau simulateur il traîne. En termes de construction et d'amélioration, ça fait 2 ans que ça bosse sur le simulateur, c'est quoi ce bordel? Il a dit, en 2 ans, vous pouvez construire une usine automobile entière qui produira 750 000 voitures par an, ok? Il a mis un coup de serrage, il a fait, maintenant on arrête les conneries, ok? Donc t'es là, tu fais, waouh, ok, waouh. Donc voilà. Ça fait, si tu veux, ambiance. Et donc quand je vous disais effectivement que y a eu une ambiance un peu bizarre à la fois entre Enstone et Viry, etc. Alors après évidemment, hein, on s'en fout de savoir si ça vient d'Enstone ou si ça vient de Viry, machin. C'est que ça vient d'une partie et du coup c'est réciproque de l'autre. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, si Enstone commence à casser les couilles et que voilà, Viry ça va leur casser les couilles, ils vont casser les couilles à Enstone et vice versa. Et puis même si c'était Viry qui disait ah bah nous on va rester que entre Français et puis Enstone ils vont aller se faire voir, bah Enstone ils vont rester entre eux et puis ils vont dire bon bah Viry ils nous cassent les couilles. Tu vois, bon, t'en vois jamais le bout donc maintenant stop, terminé, bonsoir. Donc c'est effectivement une question de bien intégrer culturellement la France, l'Angleterre. Les Anglais et les Français, on a une histoire. On a une histoire, comme le disait Luca De Meo. Il disait justement que la guerre de 100 ans avait pris fin depuis un petit moment et qu'il était temps de passer à autre chose. Il a raison, il a raison. Et vous avez très justement fait le parallèle que je voulais faire aussi, c'est que on a eu Red Bull et Honda, ça s'est très bien passé. Mais parce qu'encore une fois, il faut effectivement une appréciation des cultures des uns et des autres. Je pense la culture française et la culture anglaise n'ont pas grand chose à voir, même s'il y a quand même des points de synergie, des points communs, etc. Mais en fait, je pense que la culture anglaise de Red Bull et la culture japonaise de Honda est tellement différente que t'es obligé de faire un pas vers l'autre. Entre français et anglais, il y aura rarement quelqu'un qui va faire le pas vers l'autre, hein, qu'on soit bien d'accord. Encore plus quand on va devoir parler de rugby. Ouf là là. Autant dire que c'est un peu la merde. Mais l'amitié franco-anglaise, elle a aussi très bien fonctionné, les gars. Elle a très très bien fonctionné. On a, entre les deux pays... Alors McLaren Honda, on y revient après. Mais... les Anglais et les Français ont créé, pour moi, hein, le plus bel objet du monde. Un objet qui n'aura jamais son égal, je pense, dans l'histoire de l'humanité. Le Concorde. Le Concorde, il a été fait dans la fin des années 60. Il a eu un crash à son actif.
qui est celui, le fameux crash de Charles de Gaulle en 2003 parce qu'il a roulé sur un débris d'un MD-10 de mémoire, d'un McDonnell Douglas. C'est le seul crash du Concorde. Et on lui a retiré sa licence. Bon, économiquement parlant, c'était un peu con, on va pas se le cacher, c'est devenu en fait juste, au lieu, c'est pas devenu populaire dans le sens où tout le monde pouvait se permettre de faire des vols supersoniques. C'est devenu juste, un avion pour de la première classe, première quoi. Tu vois, et encore à l'intérieur, t'avais des sièges de classe éco. Hein. T'étais serré, machin, classe éco et tout, mais tu voyageais à 2000 km/h. Donc le Concorde, franco-britannique, je suis désolé, mais ça a fonctionné du tonnerre. Donc, t'appelles la prochaine Alpine F1 l'Alpine Concorde pour montrer le nouvel état d'esprit de l'équipe. Ce serait beau, ce serait très beau. Bon, bref, ça a été quand même, globalement, commercialement parlant, d'un point de vue business, le Concorde, c'est un échec. Je suis désolé de vous le dire, c'est un échec. On devait en vendre à des pelletés et on s'est rendu compte que même si on volait à... il volait à combien, 70 000 pieds ou 50 ou 70 000, je sais plus. Le problème, c'est que ça faisait des bangs supersoniques et que bon au bout d'un moment, même si t'es très haut dans le ciel, le bang tu l'entends et c'est un peu relou. C'est pour ça qu'on avait que des liaisons transatlantiques. Parce que au-dessus de l'Atlantique, il n'y a personne. Alors, à moins qu'on ait fait chier de l'Atlantide et Aquaman, globalement, on a fait chier absolument personne avec les bangs supersoniques du Concorde. Anyway, l'entente franco-britannique, elle est faisable. Et du coup, va falloir la faire. Et elle se faisait déjà très bien, d'ailleurs, fut une époque avec Renault et Briator, etc., du temps des titres de champion du monde. Donc voilà, Aquaman a des acouphènes depuis. La montée en altitude était un gouffre énergétique. Ah ouais, non mais là, là tu remets en route le Concorde. Oh putain, le désastre écologique du bordel. Enfin bref. Mais voilà. Donc effectivement, gros discours de la part de Luca De Meo. Petit fun fact. Il s'agirait que 100 membres, en tout cas, j'allais dire de la direction de chez Alpine, Renault, Enstone, Viry, etc., à peu près une centaine de membres, vont faire un stage chez le GIGN. Un stage commando GIGN, d'accord. Donc, vous voyez les reportages avec, vous savez, les soldats, les mecs qui veulent rentrer au GIGN et tout. Voilà, Alpine, ça va passer par là. Je vais vous dire un truc, mais je touche du bois. Hein. Je suis content de pas être trop chez Alpine non plus. Parce que je veux pas le faire, le truc du GIGN, frérot. Hein. Mais là, c'est plus un team building sympa où tu pars, on bosse un peu ensemble, on fait des activités qui renforcent les liens et tout. Là, non. Là, c'est terminé. Hein. Là, c'est là le team building, frérot, quand même. Hein. Je sais pas s'il y aura Esteban et Pierre dans le team building, mais s'ils y sont, quand même. Hein. Donc, même s'ils m'invitent à venir même s'ils m'invitent à venir voir, je vais dire non parce qu'à tout moment je me retrouve dans le délire. À tout moment je me retrouve dans l'équipe, dans la cambrousse à 5h du matin avec un FAMAS entre les mains. Genre non, genre le treillis, la boue, la totale. Non, s'il vous plaît. Genre vraiment, genre non. Donc ouais, je dirais j'ai aquaponé, j'ai un truc. Non, t'inquiète, je peux pas venir et tout. Je vais non. Je suis tranquille, tu vois. Genre vraiment à la limite j'appelle Thibaut Inchep, je fais frérot, j'ai un délire pour Watt avec Alpine, tu vas voir, ça va être génial. Je veux pas me retrouver dans ce traquenard, laissez-moi tranquille. J'ai encore mal à l'épaule en plus, et puis là j'ai un torticolis, frérot, c'est véridique hein, mais j'ai encore mal à l'épaule. Non, tranquille hein. Tranquille. Franchement tranquille.
Donc moi tout va bien de mon côté, mais bon courage. Donc voilà, va y avoir un petit entraînement GIGN. Mais alors, par contre, positif du truc, c'est que derrière, ils vont ressortir de là, normalement, frérot, à la vie, à la mort. Hein. À la vie, à la mort. Donc, bah écoutez, on verra ce que ça donne. Pour ce qui est du team principal, a priori, pour l'instant, ça a resté sur Bruno Famin jusqu'à fin 2023. Et peut-être sur 2024 aussi. Je pense que là, on est en train tranquillement de se diriger vers justement Bruno Famin qui va prendre les rênes de l'équipe, qui va délaisser un petit peu sa casquette de motorsport d'Alpine global. Il va la délaisser un petit peu, entre guillemets, pour se concentrer plus sur la F1. De toute façon, et vous avez été aussi nombreux à me le dire en commentaire, le programme endurance de chez Alpine avec la A424, c'est géré par Philippe Sino qui est de chez Signatech, c'est ça. Donc globalement en fait c'est Alpine fit Signatech si tu préfères, même si c'est Alpine globalement. C'est Philippe Sino qui s'en charge, c'est carré, c'est propre, c'est nickel. Hop, terminé, bonsoir, faut juste rendre des comptes comme il faut. Voilà, donc il y aura d'autres programmes à Alpine Motorsport, mais je pense que ça sera géré par quelqu'un qui sera dans la hiérarchie en dessous de Bruno Famin, mais où Bruno il a besoin de pas grand chose et où en fait il a juste besoin d'avoir un petit comité. Il donne les directions, terminé, bonsoir, il se concentre sur l'écurie de F1 à mon avis, tu vois. Je pense que ça va se passer comme ça. Globalement. Voilà. Donc j'ai gagné le GP Explorer avec le fameux mal d'épaule, tranquille. On me dit à l'oreillette que Lucas regarde le stream. Non, mais il regarde pas le stream, t'inquiète. Tranquille. Hein. En vrai, je pense que je vais me détacher un peu d'Alpine sur les mois qui arrivent. Je vais attendre que le GIGN ça passe pour revenir à la charge, tu vois. Donc, donc je suis tranquille, hein. Voilà, au coup du GIGN, j'étais acheté en mode. Oh là là, putain. Mais tant mieux. En vrai, c'est un bon truc. Donc voilà. Reste la question de regrouper les entités F1 au même endroit et pourquoi pas les autres Endurance Rally avec genre sur un campus et tout. Je suis pas certain parce que encore une fois, t'as des problèmes structurels et de coûts. Ça coûte trop cher aujourd'hui de faire une équipe full F1 Motorsport en France. T'as pas les conditions de travail ou qui sont réunies ou même on va pas se le cacher hein, globalement les talents la majorité des talents aérodynamiciens etc sont en Angleterre parce qu'ils ont des écoles qui forment très très bien sur la partie aéro etc en Angleterre. On a ce qu'il faut aussi en France hein, on n'est pas ridicule loin de là, mais là où on voit le plus de personnes sortir avec des gros diplômes machin, c'est des Britanniques. Donc tu ne peux pas te dire que tu vas être 100% français, mais encore une fois ça veut pas dire qu'il faut rien faire en France hein, tu vois, donc il faut effectivement continuer à booster les jeunes, les écoles en France sur le motorsport. Je pense que j'ai la chance de le voir aussi régulièrement dans des mails, des messages, etc. Il y en a beaucoup qui cherchent des stages, qui cherchent même une voie, à se dire j'ai envie de travailler dans le motorsport en règle générale, etc. Ça va évoluer, tant mieux, faisons en sorte que ça évolue bien en France et qu'on devienne aussi compétitif sur le territoire français que en Angleterre, tu vois. Ferrari a globalement un peu, j'allais dire, un peu la même chose. Ils font quand même venir des ingénieurs britanniques, bien évidemment, mais ils ont quand même eux aussi une belle proportion d'Italiens qui sont extrêmement doués parce que en Italie aussi, ça s'est pas mal développé sur la partie aéro, etc. Tu vois. Mais en France, il faut aller encore plus loin. Et on a des entreprises, mais qui sont phénoménales. Elles sont phénoménales. Oreca, c'est un constructeur dans le motorsport, mais qui est phénoménal. On a le circuit Paul Ricard, qui est un circuit de test où tout le monde vient. Manicourt, ça mériterait d'avoir un peu plus de 4G pendant le Merguez Tuning Show et puis des voies d'accès un peu plus sympathiques parce que une voie pour accéder au circuit, à un moment donné, ça le fait pas.
Et puis on a Viry-Châtillon avec l'usine F1, etc. On a Ligier, on a RT Grand Prix, on a Dams, on a Signatech, on a un paquet d'entreprises dans le motorsport. Et si tu veux, faut que derrière, faut galvaniser le truc, quoi. Faut aller un peu plus loin, tu vois. Il y a plein de trucs à faire. Bref, c'est bien, pas mal, non. C'est français. Allez, on parle un petit peu de WEC, mesdames et messieurs. On va parler un petit peu de Sébastien Vettel. Notre ami Sébastien Vettel serait a priori en discussion avec l'écurie Jota, qui a donc en sa possession une Porsche 963 Hypercar, pour faire un retour au volant d'une voiture, tout simplement, pour le coup en championnat du monde d'endurance la saison prochaine. Alors évidemment, c'est pour l'instant c'est de la discussion. Seb, il en parlait dans une interview avec Sky Sports et Martin Brundle, où il savait pas s'il allait revenir peut-être un jour en Formule 1. Tout simplement, il sait pas. Il a pour l'instant d'autres choses à faire. Il kiffe sa life comme il veut. S'il faut rejumper dans une voiture, il peut le faire, même si la nuque va prendre un coup dans la tronche. Mais globalement, voilà, il est pas fermé, etc. Il y a des discussions, il n'y a rien qui est fait. Il faut savoir que Jota est aussi en discussion avec Jenson Button, autre champion du monde de Formule 1, qui lui avait roulé notamment sur la NASCAR, je crois, cette année aux 24 heures du Mans, et qui a déjà fait un peu d'endurance, donc... Jenson Button, bon, ça reste un très bon pilote, hein, évidemment. Et il serait aussi en discussion avec Robert Kubica. Donc l'équipage ferait un Vettel, Button, Kubica. Pour être tout à fait honnête, les gars, il y a quelques années, parce qu'en Formule 1, Button, Kubica, Vettel, c'était des prodiges. Kubica, bon, ok, il a sa main, machin, etc. C'était un prodige, vraiment, je pèse mes mots. Kubica, ça a toujours été un prodige. Alors on s'est foutu de sa gueule quand il était chez Williams avec Russell et qu'il se faisait poutrer par Russell. Pas oublier qu'il pilotait à une main, le gamin. Mais Kubica a été, franchement, il aurait pas eu son accident, il aurait eu une carrière de malade mental, je pense. Vraiment. C'était début 2011, du coup. Il avait des chances pour être chez Red Bull, Ferrari, enfin, franchement, il aurait pu devenir une pointure en F1, il aurait pu être champion du monde, vraiment. Button, champion du monde, on la refait pas, mais ça reste un excellent pilote aussi. Et puis Vettel, donc autant te dire que ça fait du beau monde dans un équipage. Ça ferait une belle équipe d'Avengers. Il est pas écolo, Seb. Alors si, justement, parce que ça parle justement de faire un motorhome qui fonctionnerait uniquement à l'énergie solaire. Là, il est à fond dans son truc d'abeille dont on a parlé la dernière fois, vous savez. Donc non, après, en vrai, encore une fois, le but du jeu, c'est aussi au WEC aussi, hein, en endurance aussi, il va y avoir du progrès sur justement les carburants utilisés pour des fins de recherche et développement, etc. Hein. On parle même de prendre de l'hydrogène en carburant, en combustible. Donc voilà, mais voilà. C'est Red, les braqueurs retraités. Très bonne ref. C'est les Expandables. D'ailleurs, il y a le 4 qui va sortir, je crois. Mais bon, en ce moment, le petit Seb, il est effectivement apiculteur, comme je le vois dans le chat. Donc bon, écoutez, on va voir. On continue sur le WEC, mesdames et messieurs. On va parler de Honda rapidement, qui serait aussi peut-être de retour. Alors, c'est un peu plus flou, moi, dans ma tête, parce que vous savez que Honda est déjà présent aux États-Unis via sa marque Acura. Vous n'avez pas des NSX Honda, vous avez des NSX Acura, par exemple, tout simplement. C'est comme Opel et Vauxhall. Jamais compris cette histoire-là, tu vois. Pourquoi tu renommes une marque qui... Tu changes le logo, quoi. C'est... Donc, bref.
Qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, Honda est en train de restructurer un petit peu sa présence en sport auto, notamment vis-à-vis des États-Unis, etc. Ce qui pourrait l'amener à rejoindre les 24 heures du Mans et le WEC à partir de 2025. Alors je vais essayer de vous reprendre le truc parce que j'y ai rien compris, pour être tout à fait honnête. En fait, aux États-Unis, Honda est présent pas par HRC. À la base, ils sont présents par HPD, Honda Development Powertrains ou une connerie comme ça. Peut-être ça vous dit quelque chose si vous avez joué à iRacing il y a 5-6 ans. Vous savez, on avait ce fameux proto LMP2, la HPD 07, je crois, de mémoire. Bon, bah voilà. Donc on a effectivement la présence de Honda généralement aux États-Unis par le programme HPD et la marque Acura. Globalement, ils ont dit on va arrêter les conneries, on va appeler ça HRC US parce que bon, bah vous savez que Honda est présent en Formule 1 aussi via HRC, Honda Racing Corporation, qui donc fournit les moteurs Red Bull, enfin les moteurs à Red Bull, globalement, hein, mais si c'est Red Bull Powertrain, globalement c'est HRC qui fait le bordel. Comme ça, ils font HRC US et puis ils vont faire une entité HRC mondiale pour avoir une expertise un peu mutualisée, histoire que tout le monde puisse bosser ensemble, etc. Et du coup, HRC US sera aussi impliqué dans le développement de l'unité de puissance F1, dans le soutien technique à partir de 2026 pour les moteurs justement Aston Martin, puisque vous le savez, Aston Martin à partir de 2026, c'est des moteurs Honda. Bon, très bien. Donc fin de la voiture que vous avez entre guillemets la voiture que vous avez à l'écran, l'Acura ARX 06 que vous avez devant, qui est donc engagée en IMSA, donc championnat américain d'endurance en catégorie GTP, qui est donc la catégorie hypercar entre guillemets de l'IMSA si vous préférez, pour que ça devienne quelque chose en mode Honda ou Acura au WEC et aux 24 heures du Mans. Donc bisous l'IMSA globalement si j'ai bien compris, et bonjour le WEC si tu préfères. Mais attends. Ah non, pas forcément, non j'ai rien dit. Non, effectivement en fait l'année prochaine ce sera donc effectivement, il y aura toujours en IMSA Honda, ce sera plus Acura, mais ce sera des Honda entre guillemets avec marqué HRC dessus. À partir de l'année prochaine pour les LMDH, donc ça prendra le départ des 24 heures de Daytona en janvier prochain. Voilà, et puis on verra ce que ça donnera pour les 24 heures du Mans pour HRC. C'est joli, hein. C'est le même châssis que l'Alpine, je crois, la Honda, si je dis pas de bêtises. Et j'ai dit quoi? J'ai dit Honda Performance Development? Non. J'ai dit Honda Powertrain Performance. Ah, ok, my bad. Oui, c'est ok. Ouais, c'est un châssis Oreca. Ok, voilà. Donc là, c'est pour ça que vous allez avoir des. C'est des. Comment ça s'appelle? Pour ça que la Acura et l'Alpine se ressemblent dans la carrosserie, c'est parce qu'elles partagent le même châssis, effectivement. Donc non, c'est des châssis Oreca. Dallara, ils fournissent qui? Ils fournissent Porsche. Non, Cadillac. Et ils fournissent qui Dallara déjà? BM. Dallara, ils font BM ou ils font... Oh, je me souviens plus. Cadillac et BM, ouais. Porsche, c'est Multimatic, voilà, c'est ça, exact. Oui, Cadillac et BM, et effectivement, BM Caddy. Ok, ouais, intéressant. Faudra que je fasse un point là-dessus en plus. Donc voilà. Autre bonne nouvelle, mesdames et messieurs. Faudra encore attendre un petit peu, faudra patienter, mais qu'est-ce que ça va être beau. Autre bonne nouvelle, je pense que vous êtes tous assez... vous avez tous assez hâte, entre guillemets. Aston Martin va effectivement entrer en WEC à partir de 2025 en partant du châssis de la Valkyrie.
Ça y est, la fameuse Valkyrie dont on avait dit putain, il n'y a aucune catégorie dans laquelle elle peut rentrer, la catégorie hypercar, ça va pas le faire, gna 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 gna, c'est dommage, c'est tellement dommage, etc. Eh bah si. Et finalement, si. Finalement, si. La Valkyrie va voir le jour. Elle va être modifiée pour être adaptée aux réglementations de l'hypercar pour Le Mans. Alors, on ne sait pas encore. Je crois pas qu'on sache si c'est une LMH ou si ce sera une LMDH. Dans ma tête, je comprends que c'est plutôt une LMH. Pardon, une LMH plutôt qu'une LMDH. Donc, on va partir d'un châssis fait maison, avec un moteur fait maison. A priori, on devrait utiliser le V12 Atmo sans partie hybride. Pas certain que ce soit le bon choix parce que l'hybridation est quand même plus performante que de l'Atmo. Normalement. Ou en tout cas, ça aide notamment sur les sorties de virages et ce genre de choses, tu vois. Ça peut aider. Donc, à voir s'ils arrivent à faire une casse bien. Elle sera engagée en WEC. Et si c'est si c'est en IMSA, il faudra que ce soit du LMDH. Donc il faudra que le châssis soit bien modifié pour que ce soit autorisé. Effectivement, oui, j'avais pas fait gaffe. Je croyais que c'était que WEC dans ma tête. Mais voilà, donc ça va partir d'un châssis, ça va partir en tout cas de la Valkyrie. Faudra l'adapter effectivement pour voir ce qu'ils peuvent faire. Alors LMDH, donc faudra voir si ils arrivent à être constructeurs entre guillemets de châssis pour le LMDH ou si effectivement il faut qu'ils partent d'une autre base de châssis comme un châssis Oreca, un châssis Ligier ou ce que tu veux, tu vois. Mais voilà. Je crois que les LMH ont aussi le droit de venir en IMSA, juste personne n'est intéressé. Mais oui, putain, si, c'est vrai. Mais je suis con. Ils peuvent faire une LMH et venir en IMSA quand même. Mais si. C'est ça. Si. Effectivement, on a toujours tendance à croire que les LMDH ont juste le droit d'aller en WEC, mais que les LMH n'ont pas le droit d'aller en IMSA. Si. Effectivement, ils peuvent. Les LMH ont bien le droit de venir en IMSA, c'est juste que personne n'a envie d'aller en IMSA. Ok, oui. Donc en fait, non, ils peuvent faire une LMH et puis on va aller en WEC et en IMSA. Ok. Seule condition, c'est d'être une marque vendue aux USA. Fair enough, ok. Donc du coup, ils peuvent effectivement faire une Valkyrie fait maison en partant du châssis qu'ils ont, machin truc, etc. Et pas de... Ok, oui, non, c'est ça. Oui, mais LMDH, quoi qu'il arrive, faut utiliser un châssis Ligier, Oreca, Multimatic ou Dallara. Hein. On est d'accord sur la réglementation. C'est pour ça, dans ma tête, j'étais en mode, mais c'est quoi ce bordel? Donc oui. Donc pas Alpine. Bah techniquement, si, puisque c'est une LMDH, donc ils ont le droit de venir. Après, je sais pas si en IMSA, faut LMDH plus vendre des voitures aux US. Mais vraie question. Donc bon. On verra. Mais je crois qu'ils vont en vendre de toute façon des Alpines aux US. Anyway. Bon allez, on se grouille. Parce que là après, en fait, j'ai un rendez-vous. Va falloir que je me bouge le cul, les potes. No fucking joke. Comment on fait? On va faire ça. On n'aura pas du tout parlé du Qatar. Après, j'ai envie de te dire, bon, Qatar. On va le faire un petit peu avec The Bet, frérot. J'arrive. Tac. Hop. Bouge pas, mon petit frérot. Tac, on est bien là-dessus. Ça. Hop. Gran Premio di Qatar. En vrai, ça allait assez vite. Bon, les gars. On sait tout ce qui va se passer dès samedi. Ah, c'est un format sprint! Pas que j'oublie ça. Mince. Attends. Hop. Et hop. Et hop. Voilà. Ok. Il va se passer quoi samedi? Samedi, Max champion. Oh putain, c'est vrai. Oh, ça va être tellement nul. Oh, fêter son 3e titre de champion du monde sur une course sprint.
Oh là là, l'anticlimax de ouf. Oh là là là. On est sur donc circuit du Qatar, circuit qui est similaire à Suzuka. On a beaucoup de virages moyens et rapides, donc il faut de l'aéro, il faut un bon châssis, bref, il faut une caisse d'enfer. Max Verstappen vainqueur, on est d'accord, ça bouge pas. Les McLaren vont être vraiment pas mal. Donc je pense un Piastri sur le podium rebelote, une cote à 12, c'est un oui tout de suite. Vas-y mon petit, je crois en toi. On va pas mettre beaucoup, hein, on va mettre 3 balles. Attends, j'ai mis quoi? Vainqueur des qualifs? C'est n'importe quoi là, j'ai fait n'importe. Ah oui, ah bah non, ouais, 2,70. Ah putain, c'est relou ça. On va parier sur les Ferrari parce que les Ferrari. Elles étaient pas. Non, elles étaient à la ramasse en plus. Charles, il avait du mal à recoller à la McLaren. Ah non, bah non, bah non, bah non, bah non. Je pensais. Non, non, bah non, ouais. McLaren, ils vont être là. McLaren, ils vont être là. Top 3, top 3, top 3. Top. Ah, oh, bah non, ouais, donc je peux. On se retrouve avec les mêmes problèmes. Top 10 des Alpines, on est où? On est où? Lance Stroll, top 10 de 20, c'est une bonne cote, hein. J'ai envie de mettre 2,40, j'ai envie de mettre Albon dans le top 10, frérot. Ça vaut le coup, non? Albon top 10, c'est pas mal, hein. Williams, pas mal au Qatar, hein, je pense. Parce que les Williams, elles étaient pas ridicules en. Il y avait beaucoup de. Elles étaient pas ridicules, les Williams, à Suzuka de mémoire. Quoi qu'ils étaient loin en vrai. Attends, il y avait qui dans le top 10? Il y avait pas une As dans le top 10? Ouais, mais ça va drop. Les As en course après, ça drop. Pas assez d'aéro? Moi, je pense, hein. Ouais, je pense, hein. Pirelli arrive avec la gamme la plus dure. McLaren va être très forte ce week-end. Ils sont excellents pour la mise en température des C1. C'est vrai. Victoire de Lando Norris? En vrai, à 13, ça se tente, non? Pff, allez, tu sais quoi, Nick. À un moment donné, faut aussi se faire plaisir. Victoire de Lando Norris. On prend le train de la hype de McLaren. Obligatoire. Et je mettrais bien un deuxième petit. Un deuxième pari. Ah, tu vois, le top 6 d'Alonso, il est pas mal. Hein. 2,95. Il est annoncé qu'il ferait 42 degrés lors de la course. Ah ouais, donc chaud, 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 quoi. Top 3 de Lando. Ah, le top 3 de Lando, frérot, il est dégueulasse. Il est dégueulasse. Il a 1,63. Il est P2. Il est devant Sergio Perez, frérot. Liam Lawson, point. Ouh. Top 10, du coup, Liam Lawson. Il est où Lawson 3,15. Comme Tsunoda. Tsunoda. Alpine top 6. Non, oubliez. Je vous le dis. Si ça fait P9, P10 loin en course à la régulière à Suzuka, ça fait sûrement pas top 6 à. 2,70, t'as cru voir? Où ça? Ah non, non, 2,40. Hein. C'était 2,40 Albon. Mais 2,70, c'est pour qui? Je sais pas. Top 6 constructeur Alpine. Ah, bâtard. Vrai, mais bâtard. Prends tout le monde à contre-pied et mise Logan Sargent dans les points. Oh, et tu sais, la cote de Sargent, top 10, 15. Même les As. Après, les As, elles s'effondrent sur les pneus. Après, avec la gamme la plus dure, peut-être ils peuvent faire un truc. Hein.
En vrai, Sargent, la cote à 15, elle est tellement énorme. Tu sais, il suffit d'un mauvais week-end pour Albon, que Sargent il soit dans le bon mood, que la voiture elle marche bien. Le circuit il est pas compliqué, faut pas faire d'erreur. Il pousse dans la bonne direction, il s'est fait, James Valve lui a donné la confiance. Allez. Là, je viens de mettre deux paris débiles. Hein. Est-ce qu'on n'a pas un autre truc Beaucoup de il faut. Ah, on est d'accord, hein. Il faut. Un Piastri pole position, c'est pas débile. Je pense qu'il manque encore un peu de... Un Norris pole position, c'est pas débile, effectivement. Un Piastri, ça me paraît un peu too much. Ouais, Norris vainqueur, Logan Sargent top 10, paye la gueule de mon pari. Hein. Bon, allez, je pars là-dessus, frérot. Je pars là-dessus, on est là pour se faire plaisir. On est là pour se faire plaisir, mon pote. Donc, j'ai envie de te dire, tranquille, quoi. D'ailleurs, ça a donné quoi, Japon, là? Punaise. Liam Lawson, top 10, bordel. Et si j'avais qui? Alexander Albon, top 6. Oh, j'avais beaucoup trop confiance, là. Beaucoup trop confiance. Alright. Perez 3 ailerons minimum. Évidemment, mesdames et messieurs, je vous le dis à chaque fois, faut que les paris sportifs, c'est interdit déjà. Premièrement, au moins de 18 ans, faut être majeur. De deux, faut que ça reste un plaisir. C'est juste un plaisir, on se fait kiffer tranquille, voilà. On met quelques petits euros, on est là pour se faire juste un kiff. Et puis, s'épicer entre guillemets un petit peu le week-end de course, le Grand Prix, évidemment. Et donc on verra bien ce que ça donne. Mais surtout, si jamais vous avez le moindre doute de quoi que ce soit, etc., ne mettez pas d'argent. Éteignez l'ordinateur. Mettez le téléphone portable dans une poche ou ce que vous voulez. Allez voir un pote, il fait encore beau, il fait encore chaud. Allez en terrasse, boire un verre tranquillement. Parlez de Formule 1 avec d'autres personnes. Faites un cadeau à votre dulciné au lieu de mettre de l'argent sur un site de paris en ligne. Faites-vous plaisir. Voilà, c'est tout. C'était Italie, pardon, oui, effectivement. Ah, j'avais fait juste un seul pari sur le Japon. My bad. Bref, tout ça pour dire, faites toujours attention sur les jeux d'argent, faut que ça reste un plaisir. À partir du moment où ce n'est plus un plaisir, arrêtez. Je ne peux que vous recommander que si jamais vous êtes dans une espèce de passe un peu dégueulasse, où vous avez envie de vous refaire machin truc, etc., arrêtez tout. Tout ce que vous mettez pas au milieu, vous pouvez pas le perdre. Ok? Donc faites très attention comme d'habitude. Faut que ça reste un plaisir. On a le droit de le faire. On a le droit de se faire kiffer, évidemment. Mais il faut que ça reste un plaisir. Voilà. Merci, les petits potes, évidemment. Bim. Je peux enlever ça. C'est où? C'est là. Hop. Et... hop. Mesdames, messieurs, putain, je suis à la bourre. Il n'a pas trop à zigzaguer, attention. Sur ce, mesdames et messieurs, je vais devoir vite me barrer. Je suis désolé, je me barre comme un malpropre. Je suis à la bourre pour un rendez-vous, je vais me faire défoncer. En plus, c'est un tournage et tout, donc autant dire que c'est un peu la merde. Mesdames et messieurs, merci à toutes et à tous d'avoir été en ma compagnie pour ce 107%, pour parler de l'actu de la F1 et du WEC, puisque maintenant on fait ça tranquillement, toujours. Je vous souhaite un très bon week-end de course, évidemment. Pour ceux qui seraient du côté du Paul Ricard ce week-end, n'hésitez pas à venir drop, puisque c'est le SRO Festival, c'est la dernière manche du championnat de France GT4 au Paul Ricard. J'y serai, voilà, avec la petite Anna et le grand Hydro. Donc écoutez, si jamais vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir faire un petit coucou. Et puis voilà, sur ce, je vous fais des bisous. Et puis je vous dis à très bientôt, à très vite. Vous aurez évidemment un petit Fast 5 lundi pour le Grand Prix du Qatar. Je vais essayer de faire ça bien, évidemment. Portez-vous bien, passez un bon jeudi, un bon vendredi et surtout un bon week-end de course. Ciao, ciao, bye bye.